connais-tu les décans? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du voyage décanique. Aujourd'hui on va parler du second décan du signe du Gémeaux et on va aussi parler du 9 d'épée qui est la carte mineure associée à ce décan en particulier. Alors ce décan, il est fascinant, franchement c'est un de mes décans préférés, et oui, il y en a pour laquelle j'ai des affections particulières, dues à la densité d'informations, l'incroyable source historique, tout ce qui vient découler de ce décan qui est extrêmement inspirant. En tout cas, moi, ça a été un énorme plaisir d'écrire autour de ce décan, de faire les recherches aussi liées à ce décan en particulier. C'est un décan qui est gouverné par Mars et Vénus. Donc là, on a dans ce duo de planètes, dans ce second décan du signe des Gémeaux, l'essence même de la dualité des Gémeaux et donc de cette espèce de miroir, de cette polarité qui est aussi le symbole de la gémellité d'un point de vue spirituel. On a Mars qui est un archétype qui nous parle de combat, de conflit, qui nous parle d'altérité confrontante, et on a Vénus qui, elle, va représenter l'extrême inverse, c'est-à-dire la diplomatie, l'accord, l'harmonie, qui va nous parler de douceur, de volupté, quand Mars est plutôt du genre à aller se confronter au challenge et se confronter dans une certaine forme d'inconfort. Vénus, à contrario, elle recherche une union et va plutôt essayer de créer des espaces de paix, littéralement. Donc on voit vraiment une dynamique antinomique dans ce second décan du signe des Gémeaux. Il faut savoir que quand on parle du premier décan, on est sur une initiation, on est sur l'essence du signe, on est sur une puissance cardinale, et dans le second décan, on arrive sur une fixité. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme un pattern ou une dynamique qui est en train de s'ancrer. Et là, on voit vraiment cette espèce de dualité gémellaire qui revient dans ce décan en particulier. Ibn Ezra, qui est un grand commentateur de la Torah, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du voyage décanique, qui est une grande figure du judaïsme, qui était accessoirement astrologue, a beaucoup travaillé sur les images décaniques, en tout cas il en a parlé, et on voit en fait que lui il décrit ce décan comme un homme noir, avec sa tête liée de plomb et une arme à la main, un casque de fer sur la tête, et sur le casque il y a une couronne de soie, et dans sa main un arc et des flèches. Il aime le ridicule et la moquerie. Il se promène dans un jardin qui a des arbres et des fleurs, et dans sa main escalade des pierres. Il les frappe de la main et joue de la musique et cueille des fleurs dans le jardin. Donc, pour résumer, on voit qu'il décrit un homme dans l'archétype martien typique, c'est-à-dire un guerrier avec une cuirasse, et en même temps, ce guerrier se balade dans un jardin et
avec des pierres qu'il tient dans la main, crée un rythme pour faire de la musique. Et on voit qu'il a une attitude un peu facétieuse, hein, où il se divertit, où il aime faire rire la galerie, amuser son environnement, parce que voilà, il est cité qu'il aime le ridicule et la moquerie. Donc là, on a une image qui représente parfaitement cette double signification Mars-Vénus. Et en fait, je vous décris, il y a beaucoup de choses à dire sur ce décan. Donc c'est limite difficile pour moi de filtrer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ultra intéressantes. Mais on voit apparaître dans cette image un écho à une tradition gréco-romaine, à une tradition qui est très ancienne, hein, qui renvoie aux guerriers danseurs, et oui, ça existait, qui s'appelaient les curettes. Donc c'est des gardiens, en fait, associés à Zeus, hein, c'est des gardiens, danseurs, des guerriers, voilà, qui faisaient une sorte de danse des armes qu'on appelait la danse pyrrhique, et on voit autour de ces danses de guerriers que c'était en quelque sorte des rituels aussi d'initiation pour les jeunes hommes pour finalement passer à l'âge adulte. Ils atteignaient une certaine forme de majorité. Voilà, donc ils passent d'un âge de jeunesse à un âge de virilité, et on voit que c'est quelque part une sorte de rite d'adolescence qui accessoirement correspond aussi à l'archétype des Gémeaux. Mais ces guerriers danseurs, on les voit dans d'autres rites, on les voit apparaître aussi dans le culte de Cybèle, où on avait aussi des guerriers danseurs, mais qui aussi sacrifiaient en fait leur partie génitale pour littéralement se dévouer entièrement à cette divinité qui était une sorte de surpuissance féminine. Et donc, on voit, j'ai dû le corps énormément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on voit avec ce second décan aussi apparaître le mythe des Gémeaux, hein, Romulus et Rémus, Castor et Pollux, les Diossures. C'est souvent cette image de la géminité, elle est en quelque sorte ce témoignage du divin, un peu de l'extraordinaire. Mais on est aussi sur un espace qui est très particulier autour de cette finalement dualité ou de cette double identité ou de cette antinomie qu'on porte tous et toutes en nous, qui est incarnée littéralement au niveau des mythes grâce à la représentation de la gémellité. Et ce qui ressort avec ce décan en majorité, c'est la notion de non-binarité, justement. C'est la notion, un peu, d'avoir en nous autant Mars que Vénus. C'est d'avoir aussi, autour de ces questions qu'aujourd'hui on se pose autour du genre masculin, féminin, de ces rôles genrés, de la façon dont on peut les représenter, on voit que quand on remonte en arrière, toute cette représentation du genre, tous ces codes-là étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus subtils. Il y avait une certaine forme de raffinement. Et voilà, comme je vous le dis, les guerriers dansants, on voyait aussi des hommes se dédier au culte d'une certaine puissance féminine, jusqu'à se couper les parties génitales pour vraiment rentrer en communion avec la déesse mère, la Mania Mater. Et en fait, on voit apparaître dans la façon dont sont décrits ce décan, hein, en particulier, cette iconographie autour de la non-binarité, autour de cette dualité qui fusionne finalement et qui coexiste en chacun et chacune de nous. En fait, dans ce décan, il y a un enjeu qui va apparaître très fort dans le troisième décan des Gémeaux, c'est la notion du choix. Mais justement, dans ce décan, le choix, il doit pas être fait. C'est le refus du choix, c'est le refus de s'affilier à un certain carcan, de s'affilier à une certaine team, de correspondre à une seule facette, en fait. Et on voit qu'il y a cette obsession de je refuse de me cliver dans un seul parti. Et je veux embrasser pleinement ces deux dimensions, ces messages qui en soi sont habituellement clivés, et on le voit hein, dans les mythes. Je veux dire, souvent les mythes des Gémeaux, c'est des mythes qui sont conflictuels ou qui mènent symboliquement parfois à la mort de l'un des jumeaux. Donc on voit que là,
en particulier dans ce décan. Il y a une dynamique du refus du choix et de cette anxiété aussi autour d'un monde qui est extrêmement binaire, qui veut séparer à gros traits, voilà, nos complexités, nos nuances et les parties de nous-mêmes qui en réalité sont faites pour fonctionner ensemble. Ce qui nous mène au 9 d'épée. Si on regarde sur l'arcane qui a été dessiné par Pamela Coleman Smith, on voit en fait une personne assise sur un lit qui se lève, on dirait qu'elle sort d'un cauchemar, elle a la tête dans ses mains et elle est en proie à une sorte de terreur nocturne et on voit les épées qui sont au-dessus de sa tête. Donc typiquement, souvent, c'est cette notion de peur, d'appréhension, d'angoisse. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la carte, on voit que sur le sommier du lit, quelque part, on voit deux personnes qui sont en train de se combattre, qui sont quelque part l'allégorie des jumeaux, Caïn et Abel, qui est encore un autre mythe, voilà, de choix cornélien, de duo qui doit se combattre, comme si, voilà, encore une fois, Mars et Vénus ne pouvaient pas cohabiter ensemble, comme si ces deux valeurs n'étaient pas faites pour vivre et cohabiter ensemble. Et donc, ce qui est représenté dans cette carte, et c'est là où il y a une facette décanique qui vient apporter de la subtilité, c'est la notion, justement, d'angoisse, mais cette angoisse terrible d'envisager cette notion de séparation. C'est aussi l'anxiété du choix, la terreur comme je disais, de se conformer aux attentes des autres. On voit aussi dans cette image des mythes comme Roméo et Juliette, par exemple, qui sont de manière archétypale, encore une fois, le fait de se sentir confronté à des choix impossibles et parfois d'avoir pour ennemi des valeurs ou certaines conditions morales, par exemple, des choses sans trop comprendre pourquoi elles sont placées en ennemi, pourquoi est-ce qu'on est obligé de les rejeter. Et donc, on voit que finalement, ce 9 d'épée, c'est aussi la réalisation qu'on résiste ou qu'on doit résister, même si on n'a pas envie, à une certaine forme de dilemme moral. C'est comme si on devait se positionner, alors que au départ, ça paraît naturel, par exemple. Notre complexité, nos nuances, notre non-binarité, le fait qu'on n'a pas envie de choisir, qu'on n'a pas à choisir, on est comme on est, par exemple, typiquement. Et en fait, on doit se confronter à une espèce d'opposition qui nous dit « tu dois choisir ». Et ça, souvent, effectivement, c'est les lois morales, les lois religieuses, les lois spirituelles au sens large, mais aussi les lois légales, les lois des hommes qui ont été imposées, et la façon aussi dont les autres peuvent accessoirement nous juger. Le message du second décan des Gémeaux au travers des corps célestes Vénus et Mars, et aussi cet arcane, c'est le fait de peut-être devoir poser un refus autour de cette volonté de nous laisser endormir. Là, c'est le cas de le dire avec cette carte, parce qu'on voit vraiment qu'on se réveille. On se réveille en se disant, en fait, je peux pas me laisser endormir par les valeurs morales établies ou le chemin, en fait, qu'on m'impose. Donc, il y a une importance autour de se battre, résister, vivre à l'écoute aussi de nos passions avec ce second décan du signe des Gémeaux. Et de s'extraire de nos peurs et de nos appréhensions des autres. Donc, il y a une notion avec ce second décan du Gémeaux de rester authentique et de suivre notre propre chemin. Même s'il est différent, même s'il est considéré comme anormal, on doit rester en accord avec nos convictions. Et c'est ça aussi le duo Mars-Vénus, parce que Mars, c'est cette lutte, et Vénus, c'est quoi? C'est nos valeurs, c'est notre conception du bonheur, c'est ce qu'on aime, tout simplement. Et donc là, avec l'archétype des Gémeaux, il se passe quelque chose au niveau de ces enjeux intellectuels. Il se passe quelque chose autour de notre créativité. Il se passe quelque chose autour de notre choix. Et le fait de dire, en fait, je ne choisirai pas. Vous me demandez de choisir, je ne vais pas le faire. Donc on peut voir peut-être un pattern apparaître. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là dans ce second décan, et j'ai essayé de faire justement un résumé assez court, assez efficace, parce que comme je le dis, on voit cette notion de non-binarité, on voit cette notion aussi liée à la morale, des notions aussi presque aussi largement intellectuelles,
autour de notre façon de véhiculer nos messages. Donc en fonction de votre contexte, de ce que vous traversez, de qui vous êtes, de l'environnement dans lequel vous évoluez, cette notion de choix, elle peut apparaître. Et cette notion aussi de non-choix, de refus du choix, c'est des choses qui peuvent être très présentes dans ce second décan des Gémeaux. Et aussi dans ce 9 d'épée. Et c'est pour ça que ça donne une dimension tout à fait différente à cette carte qui, typiquement, oui, nous met en face d'angoisse terrible et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous afflige quand on regarde cette carte du 9 d'épée. Mais là, on comprend mieux avec la dimension de ce deuxième décan des Gémeaux qu'il y a quelque chose qui nous est imposé peut-être, qui nous domine aussi, qui veut nous dominer dans notre esprit et dans notre liberté de penser, parce que c'est ça aussi. Le second décan des Gémeaux, c'est la liberté que j'ai d'aimer Mars-Vénus et la lutte peut-être que je dois quelque part embrasser pour aimer ce que je veux, désirer ce que je veux, passionnément embrasser mon chemin contre vents et marées et contre peut-être la vie des autres. Voilà, c'est la fin de ce décan, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire vos ressentis. En attendant, vous pouvez aussi commenter ce podcast sur Spotify, sur YouTube pour me dire justement si ça vous parle à ce second décan du Gémeaux, si vous avez des planètes entre le 10e et le 19e degré du signe des Gémeaux. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.